Bonjour à tous, bonjour à tous les téléspectateurs de TV Liberté, et bonjour aux internautes. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Olivier. Merci d'être à mes côtés comme à l'habitude. Et de nouveau, nous allons interroger Charles Gave, car nous avons estimé la dernière fois qu'il avait beaucoup de choses à nous dire, et nous allons continuer. Merci Charles Gave. Merci. Et justement, la dernière fois, nous évoquions les États-Unis et vous disiez à propos de la Fed, qui est maintenant contrôlée par Goldman Sachs, Morgan Stanley et JP Morgan, du beau monde, qui, pour éviter le risque d'ailleurs, s'assure une rente par le contrôle de la Fed et des taux d'intérêt très bas. C'est ce que vous nous aviez expliqué. Alors, donc c'est une deuxième tare mondiale. C'est la deuxième grande tare. Voilà, la première c'est l'euro, c'est une absurdité économique. Et il y a cette tare, la Fed, une tare morale. L'Amérique semble malgré tout s'en tirer mieux. Elle s'en tire mieux parce que quelque part, ça reste le centre de la croissance, pour utiliser mes expressions schumpeteriennes, c'est-à-dire c'est là où ont lieu les inventions. Mais à la place de croître à son rythme historique qui était de 3, 3,5, elle est plutôt à 1,5. C'est-à-dire que le rythme a baissé de moitié. Nous, ils ont perdu 1,5% comme nous. Mais nous, on était à 1,5, donc on est à 0. Eux, ils étaient à 3, ils sont à 1,5. Mais la dérivée est la même, quoi. Ils ont perdu à peu près autant que nous. Et encore une fois, on trouve dans le fond, si vous mettez un faux prix de l'argent, vous avez des résultats qui sont désastreux. Ce que j'essaie de dire, c'est que, quelque part, si quelqu'un bloque les loyers, personne ne s'attend à ce que la crise du logement soit résolue, non ? Bien sûr. Ça marche jamais. Alors pourquoi bloquer le loyer de l'argent aurait des effets favorables? Quelle est la différence entre le bloquer le loyer d'un appartement et le bloquer le loyer de l'argent? Aucune. Intellectuellement, philosophiquement. Raréfaction du bien. Il y a simplement, les gens cessent d'épargner, donc l'investissement baisse. Donc vous avez toute une série d'effets induits. Et ce qui me sidère, c'est que vous avez tout un tas d'économistes qui trouvent. Quand je visite une banque centrale, je leur dis écoutez, vous êtes tous d'accord, bloquer le loyer des appartements, ça marche pas. Ils me disent mais bien sûr, vous nous prenez pour des imbéciles ou quoi? Je leur dis pourquoi vous croyez que bloquer le loyer de l'argent, ça marche? Et à ce moment-là, je suis jamais réinvité. Oui, vous serez réinvité sur TV Liberté. Merci beaucoup. Enfin, les cercles de pouvoir, qu'on mette en cause l'orthodoxie dominante, c'est un peu, c'est pas bien, quoi. Oui. Alors, donc, les taux d'intérêt très bas n'ont pas été créateurs de croissance aux États-Unis. Néanmoins, il y a de la croissance. Donc, la croissance, c'est une innovation schumpeterienne. Il y a d'abord une innovation schumpeterienne non négligeable. Et puis, vous avez aussi autre chose qui se passe aux États-Unis, c'est que, par exemple, on vous dit le taux de chômage est à 5,1%. Très bien. Mais si vous regardez une autre statistique, qui est la participation des gens en âge de travailler, vous trouvez qu'on est au plus bas depuis les années 70. C'est-à-dire qu'on a fait sortir à peu près 20 ou 30 millions de gens de la statistique. Maintenant, il y a à peu près 100 millions de personnes qui ne travaillent pas aux États-Unis, qui pourraient travailler, qui sont en âge de travailler. Et donc, vous vous retrouvez dans un monde où, dans le fond, on a fait baisser les statistiques du chômage de façon complètement artificielle. Et une autre statistique que peu de gens connaissent, c'est qu'il y a eu à peu près 900 000 emplois créés aux États-Unis depuis la crise de 2009, mettons. Et ils ont tous été créés pour des gens qui sont nés en dehors des États-Unis. Les Américains nés aux États-Unis ont perdu 750 000 emplois. C'est-à-dire que vous avez eu un transfert des jobs vers, dans le fond, des garçons de café, les genres de jobs que prennent les émigrés d'Amérique latine, etc. Oui. Mais les gars qui travaillaient dans les usines, qui avaient des bons boulots, eux, ils ont été massacrés. Ah oui. Donc vous avez le revenu médian, c'est-à-dire vous avez la moitié au-dessus, la moitié en dessous, qui est plus bas qu'il y a 25 ans, aujourd'hui, en termes réels. Même qu'en 1968. Donc, si vous voulez, vous avez un véritable effondrement de la classe moyenne qui est dissimulé par des statistiques flatteuses. Mais l'effondrement de la classe moyenne, il est parfaitement là. Oui, je l'ai vu en Californie, ça. En Californie, en effet, tous les emplois dans les services, ce sont des latinos, mais ils ont aussi beaucoup de petites entreprises, du bâtiment, de la peinture, travaux publics, des choses comme ça, que ne veulent plus faire les Américains, je ne sais pas. Parce que parfois ils sont illégaux, parfois ils sont pas déclarés. Donc vous avez un vrai problème
Ce qui faisait la force des États-Unis, c'était cette immense classe moyenne, et cette immense classe moyenne est en train d'être laminée. Mais elle est laminée dans le monde entier. Elle est laminée dans le monde entier. Dans le monde développé. Mais est-ce qu'elle ne monte pas? Si, c'est tout à fait. Vous avez 2 milliards d'emplois créés. Vous avez à peu près 2 milliards de gens qui, dans les 25 dernières années, sont sortis de l'état de pauvreté le plus absolu pour arriver en Chine, en Inde, etc., pour arriver à des niveaux. Bon, c'est pas la gloire, mais en tout cas, ils créent plus de faim, quoi. C'est 2 milliards de gens, ça s'est jamais produit dans l'histoire dans une période aussi courte. Alors, le prix qu'on paye est considérable chez nous, mais c'est aussi parce qu'on refuse à nos sociétés la possibilité de s'adapter. Par exemple, en Suède, ils ont pris des mesures pour aplatir l'État, en faire une structure plus efficace, etc. Bon, il n'y a pas de chômage en Suède. Enfin, il y a un petit peu de chômage, mais le niveau de vie continue à monter, la classe moyenne est là. Donc, c'est aussi parce que nous sommes maintenus dans des positions défensives. À la place, vous savez, c'est ce que disait De Gaulle, c'est à quoi sert une place imprenable à être prise. Et dès que vous suivez une stratégie défensive, vous vous plantez. Mais alors, dans la stratégie américaine, il y a ces taux d'intérêt à 0 depuis 9 ans, et la Fed est incapable de les remonter, elle peut pas. Alors, elle pense que, évidemment, le jour où elle les remontera, tout le système risque de plonger. Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je dis, ce que la Fed a fait, ça va ennuyer encore vos auditeurs, je le crains. Ce que la Fed a fait, c'est un système complètement idiot. Elle prête de l'argent aux banques. Ces banques, avec l'argent, achètent des obligations d'État qu'elles mettent en dépôt à la Fed. Et donc, il n'y a aucun lien entre la création de monnaie et l'économie réelle. Donc, aussi curieux que ça paraisse aux États-Unis et dans le reste du monde, on est en train de rentrer dans une pénurie de liquidités considérable. Ce qui est tout à fait extraordinaire. C'est complètement paradoxal, mais tout l'argent... Alors, c'est pareil au Japon. C'est pareil au Japon, en France, par exemple. La Banque Centrale Européenne, elle passe son temps à acheter des obligations, mais l'argent est immédiatement remis à la Banque Centrale Européenne. Donc, si vous voulez, ça ne va pas dans le corps. Et par contre, je rentre de Hollande où il y a d'énormes fonds de pension, etc. Les fonds de pension sont complètement affalés parce qu'avec des taux d'intérêt à 0 et des taux négatifs, dans 10 ans, ils sont tous en faillite. Dans 10 ans, ils sont tous en faillite. Et donc, ils sont absolument affalés en disant, mais qu'est-ce qui va arriver à nos... Comment on peut se défendre? Je leur dis, j'ai pas de solution, on suit une politique débile. Donc, à partir du moment où vous avez une politique débile qui favorise en quelque sorte le très court terme, vous ne pouvez pas avoir une politique massivement stupide à long terme qui ait des bénéfices à court terme, puisque le court terme n'est qu'une succession, le long terme n'est qu'une succession de court terme. Donc vous avez une espèce de... Et tous ces gars qui ont créé ce monstre dans lequel on est, ce monstre financier, sont dans un état de panique avancé parce qu'ils voient que ça ne marche pas, mais ils n'ont pas de solution, puisque dans leur catéchisme, il n'y a pas de solution. Alors, leur solution, après avoir abaissé les taux d'intérêt, les avoir mis proche de 0 au début des années 90, leur solution en 2008, après le crack, ça a été de faire marcher la planche à billets. Donc c'est toujours plus de monétarisme. C'est toujours plus de liquidité qui est mise à la disposition du secteur financier, ce qui fait monter un certain nombre d'actifs financiers, mais ça ne crée pas les conditions, ça ne crée pas de valeur. Ça change les prix, mais ça change pas les prix d'un certain nombre d'actifs, mais ça ne crée pas un nouvel outil de production qui permettrait aux gens de trouver du boulot. Mais alors, ce qui veut dire qu'à la Réserve fédérale ou à la Banque centrale européenne, ce sont des gens ignares ou stupides, ou alors il y a d'autres intérêts derrière? Il peut y avoir d'autres intérêts derrière, qui est la thèse du complot, qui est, comme disait Revel, le degré zéro de la pensée politique. Mais pour moi, ce qui se passe, c'est que c'est une question de logiciel. Vous avez un logiciel dans votre tête sur la façon dont l'économie fonctionne. Et ils ont un logiciel qui est faux. Donc ils fonctionnent avec. Donc, et comme ils l'ont tous en même temps, ils n'arrêtent pas de se conforter les uns les autres en disant tu penses comme moi, oui bien sûr je pense comme toi et tout. Donc vous avez cette espèce d'énorme unanimité de tous les banquiers centraux. De tous les banquiers centraux. Par exemple, je me suis laissé dire, je ne sais pas si c'est vrai, que Draghi, Bernanke et King, qui était le gouverneur de la Banque centrale anglaise, étaient dans le même bureau à Princeton en 1968. Ils faisaient tous leur thèse sous Solow. Ah oui, avec Solow. Solow, qui était un type remarquable. L'économiste. Remarquable, qui a fait entrer la notion de risque dans le système. Et donc, c'est quand même extraordinaire de penser que ces trois gars qui étaient dans le même bureau se sont retrouvés les trois banquiers des banques centrales. Quelle était la probabilité? Assez faible. Donc, ce que je veux dire, c'est à partir du moment où vous avez le même logiciel, ça arrive chez nous avec l'ENA par exemple, vous avez les gars, ils ont tous le même logiciel, ils prennent tous les mêmes décisions, et si ça marche pas,
eh ben, ils n'ont pas de porte de sortie, puisqu'ils n'ont pas de logiciel alternatif. Oui, mais c'est étrange quand même, parce que ces 3 banquiers centraux qui ont été chez Solo, ils auraient dû apprendre le risque. Or, toute leur politique, c'est justement de construire une économie de rente, contraire au risque. C'est parce vous savez, le drame, si je peux raconter une petite anecdote, c'est que quand j'étais dans ma business school aux États-Unis, il y a un professeur qu'on aimait beaucoup qui nous a dit: pourquoi croyez-vous que les entreprises cherchent à vous embaucher? On s'est dit, il est idiot ce gars-là. Ils cherchent à nous embaucher parce qu'on est les meilleurs. Quoi. Enfin, ça va sans dire. C'était tellement évident. Il nous a dit: c'est pas ça du tout, vous comprenez rien. Vous avez 27, 28, 29 ans, c'était nos âges à l'époque. Et donc, vous avez montré que vous n'aviez aucun caractère. Parce que si vous aviez du caractère, il y a longtemps que vous auriez créé votre boîte. Donc, vous êtes de la chair à canon avec lequel on fera un cadre chez IBM ou n'importe quoi. Mais vous n'avez aucun caractère. Donc, tous ces gars-là, ils ont toujours été premiers de la classe. Et par définition, on n'a aucun caractère. Ils n'ont jamais eu une idée originale de leur vie. Ils ne sont jamais rebellés contre leurs professeurs. Ils ne sont jamais rebellés ni contre leurs parents. Ça a toujours été des bons élèves. Et donc, vous avez toute une série de premiers de la classe. Et donc, vous avez toute une série de gars qui, par définition, par construction, sont incapables. C'est là où les Anglais sont géniaux. Ils choisissent leurs élites non pas en fonction du niveau intellectuel, mais en fonction du niveau sportif. Si le type il est capable d'être sur un terrain de rugby, de prendre des claques, de commander son équipe et tout, on en veut. Mais s'il est premier de la classe, l'Angleterre se méfie de l'intelligence comme de la peste. Il faudrait peut-être faire une équipe de rugby avec la promotion de l'ENA. On s'amuserait peut-être ce jour-là. Vous savez, je peux vous raconter une autre blague? Je vous en prie. C'est l'ENA qui veut faire un défi à Oxford et Cambridge, vous savez, pour ramer là. Donc ils envoient une équipe de gars pour surveiller comment les gars s'entraînent. Et les gars reviennent et disent: ça va pas du tout. Parce que chez nous, il y en a un qui rame et 8 qui donnent des ordres. Et chez eux, il y en a 8 qui rament et un qui donne des ordres. C'est pas la même idée. C'est exactement ça. Alors, quand vous disiez que les taux d'intérêt, qu'ils ont tous un logiciel faussé, mais vous expliquez quand même sur votre site que les banquiers centraux, que les grandes banques d'affaires se sont débrouillées pour mettre la main sur la monnaie. Oui, ça c'est. Donc, c'est pas moi qui l'ai dit. Un jour, on m'a demandé, quand j'étais à New York, il y a quelques années, 4-5 ans, il y a un homme qui s'appelle Thomas Hoenig, qui était gouverneur de la banque de Kansas City, vous savez, de la réserve fédérale de Kansas City, qui était un type tout à fait remarquable, qui a voté 8 fois de suite contre Bernanke, qui a le record d'avoir voté contre son banquier central. Et puis, on était 2 au petit déjeuner, on a bien ri. Et puis à la fin, il m'a dit: Charles, vous m'êtes très sympathique, il faut que je vous dise quelque chose quand même, c'est qu'à la fin des années 80, sous Clinton, sous l'influence de M. Rubin, il y a la réserve fédérale est tombée sous le contrôle d'une série de banques d'affaires, Goldman Sachs, Morgan Stanley et JP Morgan, et que depuis, les États-Unis, la Banque centrale est gérée pour le bénéfice de ces banques d'affaires, et non pas du tout pour le bénéfice de l'économie américaine. Il m'a dit: le grand problème, c'est comment la démocratie américaine va réussir à prendre le contrôle contre cette plutocratie. Et c'est ça qu'on commence à voir quand vous voyez un type comme Trump qui sort de nulle part, c'est que les gens se disent: au moins, il ne fait pas partie. Parce que quand les gens ont eu Obama, ils se sont dit: tiens, c'est un type, il arrive de Chicago, hors système, il est très bien. Puis en réalité, on s'est rendu compte que c'était le candidat des banques d'affaires. Des banques d'affaires, bien sûr. Et donc les gens ont eu vraiment l'impression de s'être fait piéger, donc ils disent: autant élire peut-être un milliardaire, parce qu'au moins, il n'aura pas besoin de faire du fric. Quoi. Et donc c'est un vrai problème, c'est la façon dont nos banques centrales sont tombées sous le contrôle de technocrates qui avaient un projet qui s'appelle politique, qui est désastreux. Eux, c'est tombé sous le contrôle de brigands. Alors Philippe de Villiers dit que les commissaires européens, etc., il y a quand même des échanges dans son dernier livre entre le domaine privé, le domaine public. Je prends la directive dans le domaine des télécommunications, je me retrouve au poste de conseil d'administrateur dans un grand des télécoms en Europe. Donc pour lui, il y a une part de corruption qui est quand même assez forte. Personne ne me fera dire que la Commission européenne n'est pas corrompue jusqu'à l'os. D'abord, elle a été élue par personne, et il n'y a pas ce qu'on appelle en anglais, une notion d'ailleurs, accountability. C'est-à-dire, accountability, il n'y a pas de traduction en français, c'est-à-dire que dans le fond, vous êtes responsable de vos actes. Et si vous n'êtes pas accountable, et ben à ce moment-là, vous allez en prison. Mais combien de gens de la Commission européenne ont été en prison? Aucun. Voilà. Bon, on va peut-être marquer une petite pause et puis revenir sur les questions un peu chinoises. Américaines et chinoises.
Alors Charles Gave, nous avons vu dans notre précédente émission avec vous que l'Europe n'allait pas bien à cause de l'erreur, notamment à cause de l'erreur de l'euro, peut-être principalement à cause de l'erreur de l'euro. Nous avons vu dans la première partie de l'émission que l'économie américaine était aux mains un peu de banksters. Et puis, alors il reste la question chinoise. Alors vous la connaissez bien puisque vous avez des bureaux à Hong Kong et à Pékin. Donc, parlez-nous un peu de la Chine. Moi, j'en ai une image où je me dis, la Chine, ils copient souvent, le système des droits n'est pas assuré, le droit de propriété, ils ont l'habitude de copier les brevets européens et américains, donc ils ont du mal à développer leur propre croissance schumpeterienne. Et puis, les droits de propriété ne sont pas très assurés, et puis ils font du keynésianisme, ils ont des infrastructures partout, etc. Donc la Chine, c'est peut-être une bulle, mais vous avez une vision différente. J'ai une vision un petit peu différente parce que, il y a tous les problèmes, droits de l'homme, parti communiste, etc., auquel Pierre Boncenne fait allusion dans son livre sur Simon Lay. Je le recommande parce que c'est un très bon livre. Mais je voudrais expliquer un petit peu, vous vous retrouvez en Chine, par exemple vous êtes Deng Xiaoping, vous recevez Jimmy Carter à l'époque, qui vous dit quand même vous avez des problèmes de droits de l'homme, des gens dans vos camps, etc. Et Deng Xiaoping lui dit, c'est en effet tout à fait exact, vous en voulez combien 70 000, 700 000, 7 millions et vous repartez avec. Donc si vous voulez, il faut aussi savoir que tirer d'un Moyen-Âge poussiéreux 1,3 milliard de personnes, c'était pas facile. Alors qu'est-ce qu'ont fait les Chinois? La première des choses qu'ils ont fait, c'est que pour qu'il y ait développement, il faut qu'il y ait infrastructure. Si vous n'avez pas de pont, pas de route, ça peut pas marcher. Donc ils ont maintenu une monnaie sous-évaluée, ils ont fait une répression financière avec une monnaie sous-évaluée, ils ont dégagé des excédents d'épargne énormes qu'ils ont investis pour faire des routes, des hôpitaux, des aires. Donc aujourd'hui, vous avez une infrastructure en Chine absolument inimaginable, qui est de première bourg. Et il n'y a pas un Chinois qui vit à plus de 70 km d'une autoroute. Bon, c'est fait. Aujourd'hui, la rentabilité du capital investi à faire des infrastructures est nulle, parce que si vous faites un pont de plus, ça ne vous apporte rien. Donc les Chinois ont dit, maintenant qu'on a fait l'infrastructure, on va cesser la répression financière, et on va aller avec des prix de marché pour les taux d'intérêt et les taux de change. C'est-à-dire qu'ils laissent les taux d'intérêt aller à leur niveau normal, et ils laissent les taux d'intérêt aller à leur niveau normal, dans des prix de marché. Et dans ce cas-là, la croissance viendra du secteur privé. Ils ont commencé, ils vous ont annoncé ça il y a 3 ans, ils viennent de faire flotter le dollar. Et donc tout le monde s'est jeté par la fenêtre en disant c'est affreux, ils commencent à dévaluer. Mais pas du tout. Le but de la Chine, c'est de créer une monnaie alternative au dollar. Ils créent des institutions comme la Banque mondiale, comme le FMI, etc. en Chine, qu'ils ont financé eux-mêmes, de façon à offrir une alternative à toute l'Asie. Il y a 10 ans, 0% des exportations et des importations chinoises étaient en renminbi, en yuan. Aujourd'hui, on est à 30%. Je n'ai pas d'exemple dans l'histoire d'une monnaie qui monte aussi vite dans les paiements. C'est absolument extraordinaire. Et lui, dans les réserves de change des États? Mais justement, ils n'y sont pas du tout. Mais le jour, c'est pour ça qu'ils veulent aller vers le SDR, c'est pour ça qu'ils veulent aller, c'est qu'à ce moment-là, dès le moment où ils auront des réserves de change, où les gens auront besoin d'acheter des réserves de change, ils auront besoin d'acheter des obligations chinoises, et à ce moment-là, les Chinois du secteur privé pourront sortir leurs capitaux pour aller acheter des maisons en Californie. Mais vous devez avoir un flux dans les deux sens. Pour l'instant, le flux vers les réserves de change n'existe pas. Donc c'est ce qu'ils sont en train d'essayer d'organiser, c'est la prochaine étape. Et donc c'est le seul pays au monde, la Chine, où on retourne vers des taux d'intérêt et des taux de change déterminés par le marché. Donc je vois pas pourquoi je ferais du souci pour eux. Je dis pas que ça va pas être chaotique, mais à partir du moment où ils retournent vers le marché, je vois pas pourquoi je ferais du souci pour eux. Il y a des tas de gens pour lesquels je me fais beaucoup plus de soucis. Vous avouerez quand même que c'est un paradoxe extraordinaire de voir, on parlait tout à l'heure de l'Amérique, du capitalisme de connivence et de rente, et la Chine qui fait des prix de marché et la vérité des prix. Absolument. Mais vous savez, il y a une vieille blague qui circule en Asie, c'est que dans les années 45, tout le monde s'est gouré. On a essayé de transformer des communistes qui sont les Japonais en capitalistes, et on a essayé de transformer des capitalistes qui étaient les Chinois en communistes. Et puis les gens retournent naturellement vers leur pente de culture, quoi. Donc la Chine est dans l'ordre de revenir capitaliste, qu'elle n'a jamais cessé d'être, sauf très curieusement pendant très peu de temps, quoi. Donc, je ne me fais pas beaucoup de soucis pour la Chine, je ne dis pas que ça va réussir, mais en tout cas, ils ont bien compris quel était leur problème, ils appliquent les bonnes solutions, ils n'appliquent pas des fausses solutions comme nous, quoi. Donc, le grand homme chinois du XXe siècle, c'est pas Mao, c'est Deng Xiaoping. C'est Deng Xiaoping, il n'y a pas vraiment doute. Le grand homme, c'est le petit homme. Le grand homme, il était grand comme ça, je crois.
Il était marrant comme tout d'ailleurs. Mais alors, est-ce qu'il Il n'y a était président pas... de la Fédération de Bridge, hein. C'était son seul titre officiel. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un capitalisme de connivence étatique Absolument, mais pendant la donc les période de présidents de construction de région, l'infrastructure, oui, les présidents de région sont les milliardaires propriétaires d'entreprises publiques gigantesques. Évidemment, ça c'était normal, si vous voulez, c'est un petit peu... Des oligarques. Des oligarques, c'est un petit peu, si vous voulez, quand vous faisiez toutes les autoroutes, ça fait la fortune de Bouygues. Bouygues, il se retrouve en banque. Avec TF1, voilà. Donc, si vous voulez, dans ces périodes où les investissements étatiques sont gigantesques, il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Il y a des gens qui s'en mettent plein les fouilles, ça c'est... Mais, attendez, ce que je vais dire, mais ils s'en mettent plein les fouilles de façon raisonnable. C'est pas l'Amérique latine ou c'est pas l'Afrique, quoi. Ils n'en prennent pas 100%, ils en prennent 3, 4, 5. Et le niveau de vie des moyens des Chinois a beaucoup progressé. Vous avez maintenant une classe moyenne chinoise qui peut faire 400 millions de personnes, quoi. Avec aux alentours de entre 7 et 10 000 $ par an. Oui, et donc vous le constatez sur place de visu. C'est extraordinaire, aller à Shanghai. La première fois où j'étais à Canton, Canton c'était extraordinaire, si vous voulez, c'était donc tout à fait au début. Il y avait un hôtel qui faisait 4 étages, et puis vous étiez dans votre chambre au 4e étage, vous regardiez la nuit par la fenêtre, il n'y avait pas une lumière. Ah oui. Il n'y avait pas une lumière. Et aujourd'hui, Canton, c'est une espèce de métropole incroyable. Vous avez des avenues de 5 km de long, des grands buildings partout. C'est Manhattan, mais propre. Propre, sauf en termes de pollution. Alors, si je peux me permettre, ils ont un gros problème de pollution parce qu'évidemment, la quasi-totalité de leur énergie vient du charbon. Oui. Et Manhattan a fait beaucoup de progrès. Et Manhattan a fait beaucoup de progrès. Mais en Chine, c'était le charbon. Aujourd'hui, le charbon, les mines de charbon ferment. Mais il faut bien se rendre compte que quand votre industrie d'infrastructure passe d'un taux de croissance de 10% à un taux de croissance de 0 ou de moins 10, vous avez des surcapacités absolument gigantesques. Donc l'idée, c'est pour ça que le Brésil et l'Australie sont en train de se péter la gueule, c'est qu'ils s'étaient branchés sur une Chine qui croissait ses infrastructures de 10% par an, mais c'est fini ça. Mais donc vous avez automatiquement un énorme effondrement de l'industrie d'infrastructure. C'est comme ça, quoi. Et est-ce que dans ces conditions, vous ne pensez pas que l'hypothèse d'une guerre, d'un affrontement avec les États-Unis s'éloigne? Il ne peut pas y avoir de guerre en Chine parce qu'il n'y a qu'un enfant pour 4 grands-parents. Oui, enfin, il y a 3 millions de soldats quand même. Oui, il y a 3 millions de soldats, mais quand même, quand vous avez un enfant pour 4 grands-parents, vous hésitez. Quand vous avez 5 enfants par famille, qu'il y a un ou deux fiches qui se fassent tuer, c'est pas grave. Mais si vous en avez qu'un... C'est un aspect tout à fait original de l'argument démocratique. Démographique, pardon. Mais vous avez raison. Les gens qui vont en guerre, c'est en général ceux qui ont trop de fils, quoi. Oui. La conséquence paradoxale de la politique de l'enfant unique. Oui, c'est que finalement, les Chinois n'ont jamais été très militaristes. Dans les hiérarchies chinoises, il y avait quand même le lettré tout en haut, puis il y avait vaguement le politique, puis le commerçant, et tout à fait en bas, il y avait le soldat. Le soldat, c'était quand même le roi des crétins, quoi. C'était, comme disait mon cher père qui était dans l'armée, et que j'aimais beaucoup, et qui était un homme très intelligent, il disait, il n'y a pas que des cons dans l'armée, mais ils y sont tous. Et puis, quand je suis sorti, après que j'ai commencé à sortir, je me suis rendu compte que c'était pas vrai. Il y en avait aussi en dehors de l'armée. Mais en Chine, les armées chinoises ont souvent été vaincues par les Mongols, par exemple. Oui, mais c'est pas des combattants. Les Japonais. C'est des paysans, ils sont là, ils n'en ont rien à foutre, parce qu'ils veulent vivre. Les Chinois, ils sont intéressés par quoi? Par leur famille, l'éducation, l'argent. Le business, c'est ça. Ils sont mais ils ont... Et aussi que ce qui est certain en Chine, c'est que la religion chinoise, ceux qui n'ont pas de religion, c'est la Chine. Oui. Il n'y a pas de peuple plus patriote. Donc il y a ce truc très curieux, ils sont extraordinairement patriotes, mais ils n'ont pas un respect énorme pour la défense de la Chine, parce qu'ils savent que quiconque viendra en Chine sera absorbé. Donc ils s'en foutent. Oui, mais il y a les Sparkley, il y a les îles. Ils ont des conflits au niveau des îles avec le Vietnam. Je crois que ce qui se passe, c'est qu'il y a un État dans l'État en Chine. Oui, il y a un État dans l'État en Chine qui est l'armée. L'armée de libération populaire, c'est pas de la tarte. Ils ont des business énormes et tout. Et alors de temps en temps, ils font des trucs comme ça pour signaler au gouvernement central qu'il ne faut pas trop les emmerder quand même. Donc c'est plutôt un jeu de Chinois vers Chinois que de Chine vers le reste du monde. Si vous faites la lutte contre les corruptions, très bien, mais n'ayez pas trop emmerder les généraux, quoi. Il y a des limites. Un peu les seigneurs de la guerre, finalement. C'est un peu, non, mais vous avez votre précaré.
Ouais. Foutez-moi la paix, quoi. Je veux dire, c'est pas si mal géré que ça, quoi. Laissez-nous tranquilles. Donc vous, sur la Chine, vous êtes plutôt optimiste. Je me dis, c'est à peu près la seule zone de stabilité que je vois émerger, avec une nouvelle monnaie, avec un pays qui a la vocation à être le parrain de la région, si j'ose dire. Je compare ça à l'émergence du Deutschmark dans les années 70 en Europe, où il y a quelqu'un qui a dit, écoutez, les Américains font n'importe quoi avec leur monnaie, ben moi, je vais vous donner une monnaie alternative qui sera de bonne qualité. Et c'est ça qui a permis le développement européen pendant 20 ans. Aujourd'hui, la Chine fait le même jeu. Ouais. Et donc, quand Patrick Artus dit que la croissance réelle est plutôt plus proche des 2% que des 7%, finalement, vous vous dites que c'est pas forcément dramatique de n'avoir que 2% de croissance. Il faut mieux faire 3% de croissance sans pollution que 7% en foutant la nature en l'air. Quoi. Surtout qu'à 3%, comme la population augmente plus, ça vous fait 3% de hausse du niveau de vie par an, c'est loin d'être ridicule. Et donc, il faudra détenir à l'avenir des yuan. Il faudra. Ben, c'est une monnaie qui va, par exemple, vous avez l'émergence d'un marché obligataire à Hong Kong, qui s'appelle le Dim Sum Bond Market, qui sont des obligations émises par IBM, par Air Liquide, etc., en monnaie chinoise, côté Hong Kong, et vous bénéficiez du droit britannique et de la sûreté de la place de Hong Kong. Donc, si vous voulez vous acheter des obligations en yuan, vous pouvez les acheter avec le seul risque, qui est celui du yuan, mais aucun risque de signature et aucun risque de juridique. Est-ce qu'ils paieront le pétrole en yuan? Mais ils commencent avec la Russie. Avec la Russie, ils ont signé des accords en monnaie. C'est intéressant, ça. Oui. Donc, la Russie va détenir des yuan, avec lesquels elle achètera plein de produits directement en yuan. Donc, il court-circuite le dollar. Ce qui met les Américains dans un état second. Ouais, on l'imagine. Bon, on peut peut-être faire une coupure et puis revenir sur les problèmes du Moyen-Orient. Finir. Alors Charles Gave, vous avez aussi un point de vue sur le Moyen-Orient, le drame qui se vit en Syrie. Alors il se trouve que vous êtes né dans cette région, que vous connaissez bien, que vos ancêtres y ont vécu aussi. Donc qu'est-ce que vous avez comme éclairage sur les drames que vivent cette région? Je crois qu'on a du mal à expliquer le Moyen-Orient si on n'explique pas d'abord la différence entre les chiites et les sunnites. Bon, le schisme, vous savez, ça vient de chiite, ça a été le grand schisme de l'islam, qui a été, il y avait deux sortes de... Bon, ils sont séparés sur la dévolution du pouvoir après la mort du prophète. Ces deux peuples, le sunnite et le se haïssent. Si vous regardez une carte, vous avez les chiites qui, dans le fond, contrôlent depuis l'Atakié, c'est-à-dire le nord du Liban, le pays des Alaouites. Vous remontez comme ça, vous arrivez au nord de l'Irak où il y a plein de chiites, vous descendez vers le sud de l'Irak où il n'y a que ça, vous allez vers les gisements pétroliers d'Arabie Saoudite qui sont tous chiites à 70%, vous allez à Bahreïn où ils sont à 80%, c'est là où il y a la 6e ou 7e flotte américaine qui contrôle le golfe de Bahreïn. Et puis vous avez l'Iran qui contrôle, qui est un peu le parrain de tous ces gens-là. Bon. Aujourd'hui, ceux qui sont en pouvoir en Irak, c'est des chiites. Les Alaouites, c'est une forme de chiisme. Donc, c'est le schisme de la montagne. C'est le schisme de la montagne. C'est un peu différent. Un peu différent. C'était pas, mettons, une espèce de. C'est comme les maronites pour nous. Exactement. C'est pas des vrais chiites, mais enfin, c'est des chiites quand même. Et donc, pour les sunnites, être gouverné par des chiites, c'est littéralement comme d'être gouverné par des cochons. Quoi. C'est pour eux, c'est l'abomination de la désolation. Les grands États sunnites, c'est bien sûr la Turquie, avec l'armée la plus importante du Moyen-Orient et d'Europe d'ailleurs. Vous avez l'Égypte, mais l'Égypte a des problèmes énormes. Et puis vous avez les monarchies pétrolières qui sont toutes sunnites. Et les monarchies pétrolières, qui sont toutes, en plus, non seulement sunnites, mais d'une forme de sunnisme qui s'appelle le wahhabisme, qui sont des espèces de fous, des fous complets, quoi. Donc une idée, c'est de faire sauter la famille Al-Assad de façon à ce que Bagdad soit à nouveau contrôlé par des sunnites. Si vous voulez que Bagdad et Damas et Bagdad soient contrôlés par des chiites, pour un sunnite, c'est comme l'Alsace-Lorraine pour nous. Quoi. C'est vraiment, c'est pas acceptable. Et donc ça fait des années qu'il y a des manœuvres souterraines pour se débarrasser d'Al-Assad. Et il est tout à fait évident que les Russes, qui sont de l'autre côté des sunnites en Turquie, ont décidé d'aider les chiites. Ce qui est parfaitement intelligent de la part de Poutine. Alliance de revers. Alliance de revers, exactement. Et en plus,
les Saoudiens ont commis l'erreur d'essayer de déstabiliser la Russie avec les Tchétchènes, vous savez, en envoyant des armes en 2000. Et donc il a fallu que les Russes tuent un certain nombre de gens pour les calmer et tout, ça a été abominable. Donc Poutine en a un chien de sa chienne et il veut se payer les sunnites. Et dans ce cas qu'on en assiste, c'est une espèce de variante de ce que les Anglais appelaient au 19e le Big Game. Vous savez, le Great Game, c'était la bagarre pour les confins de l'Asie, si vous voulez, pour l'arrivée à la Chine et tout et tout. Et ce qu'il y a de certain, c'est que nos hommes politiques ne comprennent rien. Vous savez, Poutine joue aux échecs et eux, ils jouent à la belote. Ils comprennent rien. Ils n'ont aucune connaissance de ce qui se passe là-bas. Et quand vous voyez Hollande bombarder la Syrie, vous vous dites, il le fait sur ordre du Qatar et de l'Arabie Saoudite. Et les Américains, qui soutenaient un peu cette politique, ne lui demandent même plus aujourd'hui. Donc on ne comprend pas très bien exactement ce que va foutre la France, parce que la quasi-totalité de la population musulmane aujourd'hui en France, qui est assez importante, est sunnite. Et donc, s'ils reçoivent des ordres de faire un peu de dislocation locale dans les aéroports, etc., il y a un certain nombre de gens qui vont le faire. Donc, c'est prendre un risque considérable. Pourquoi? Quel est le gain? Les droits de l'homme. Les droits de l'homme, mais si je peux me permettre, la Syrie est une espèce de mosaïque de population. Vous avez à 45% qui sont chrétiens, qui sont arméniens, qui sont chrétiens aussi d'ailleurs, qui peuvent être yazidis, qui peuvent être toutes les 55% sont sunnites. Et donc la raison pour laquelle Al-Assad est soutenu par toutes les minorités, c'est qu'ils savent que si les sunnites arrivent, ils vont tous être massacrés. Et c'est pour ça qu'on a ces populations qui arrivent aujourd'hui, c'est qu'il y a à peu près 2 mois, on pensait qu'Al-Assad allait tomber, et donc toutes les minorités, on les retrouve en Allemagne et en France aujourd'hui, ils sont barrés comme des fous en disant on va se faire massacrer. Parce que les sunnites, s'ils reprennent le pouvoir, il va y en avoir des massacres, et les alaouites vont tous y passer. Donc, quelque part, je me dis, mais qu'est-ce qu'on a à foutre dans ce merdier, quoi? Pourquoi y va-t-on? Qu'est-ce qu'on a gagné? Et en plus, c'est pas comme s'il y avait un bon gars et un mauvais gars. Ils sont mauvais des deux côtés. Ils sont mauvais des deux côtés, je veux dire. Je vois pas pourquoi les... Mais il y en a un qui nous achète des avions de chasse et différentes qui paye choses. Et qui paye les campagnes électorales et le déficit de l'État français. Devinez lequel. Ben voilà, mais si vous voulez, j'ose pas penser que nos hommes politiques se laissent aller à des considérations aussi basses, mais peut-être je me trompe. Mais osez. Il est possible que je me trompe. Et le lobby saoudien à Washington, il a quand même été très très puissant. Très très puissant. Il est toujours. Il reste. Donc cette espèce de préférence qu'on a pour les sunnites est quand même quelque chose qui m'étonne, parce que du point de vue droit de l'homme, alors c'est quand même les pires, parce que si vous voulez, la Libye, il vaut beaucoup mieux qu'une femme en Iran, qu'une femme en Arabie Saoudite, il n'y a pas photo. Et actuellement, par exemple, on le voit avec le Hezbollah au Liban. Le Hezbollah, ils sont chiites, mais ce sont des gens avec qui on peut, malgré tout, parler. Et qui se donnent du mal, qui se font de l'œuvre sociale. Alors que, bon... Les Saoudiens, les salafistes ou le reste. C'est effrayant. Donc, si vous voulez, on a quand même... la réalité, c'est qu'il faudrait essayer de recréer un Moyen-Orient de la diversité, comme il existait... au temps de l'Empire Ottoman. Au temps de l'Empire Ottoman, ou même au temps du mandat français, où chacun était là, et vivait dans son coin. Mais je crains que cette fois, c'est fini. Pour ça, il faut un empire, il faut une autorité supérieure aux communautés, qui ne se mêle pas des communautés, qui les laissent vivre selon. Or, nous avons quand même influencé ces pays dans un sens jacobin. Absolument, il fallait faire un grand État laïque. Voilà. On a essayé, ça a été un peu et une confédération, enfin quelque part un État fédéral pour permettre à chaque ethnie. Ça aurait été la bonne idée, mais ça a été refusé quand le Front populaire est arrivé en France. On a décidé que non, on n'allait pas faire tout un État de mosaïque, une série d'États mosaïques. Les Druzes auraient eu leur État, les Kurdes auraient eu leur État, les Juifs auraient eu leur État. Ça a été très banal, mais pas du tout. On a décidé qu'il fallait une grande république laïque. Et comme ça, comme il y avait des minorités, tout le monde a voulu prendre le contrôle de ce gros État pour être certain que sa minorité allait pas être massacrée. C'est du tout. Et le racisme, comme le kémalisme d'ailleurs, sont des sous-produits de la République française. Absolument. C'était le racisme, ça n'existait pas dans le monde arabe. Non. Ça n'existait pas. Si, il y avait quand même, si vous voulez, quand les Anglais ont exigé que tout le monde soit traité de la même façon par l'Empire turc, il y avait, vous savez, les chrétiens, puis ensuite il y avait les Arméniens, et puis il y avait les Juifs. Et les Anglais ont dit tout le monde pareil. Et alors ceux qui ont gueulé le plus, c'était les chrétiens et les Arméniens qui ont dit mais pas du tout.
on ne veut pas du tout être au même niveau que les juifs, mais ça ne va pas. Donc si vous voulez, il n'y avait pas de racisme, il y avait des ordre hiérarchique, il y avait un ordre hiérarchique ethnique qui était... ça n'empêche que personne n'attaque personne, c'est de temps en temps, mais enfin... Mais les Turcs avaient une vision finalement plus intelligente dans l'Empire ottoman que les Turcs n'ont eu nous, on n'a pas de quoi se payer des grosses armées d'occupation et tout, donc vous vous autoréglez, vous payez le tribut, et puis si jamais il y a quelqu'un qui fait trop d'imbécilité, on envoie une série de janissaires et on massacre tout le monde. Et voilà, c'était... je dis pas que c'était ça, mais ça fonctionnait. De temps en temps, il y avait une émeute, comme à Damas à la fin du 19e, mais enfin... On arrivait, on faisait des ordres, et puis voilà. Oui, en Europe occidentale, les Français et les Anglais n'ont souhaité qu'une chose, c'est la disparition de l'Empire turc, comme ils ont souhaité la disparition de l'Empire autrichien. Ça, c'est la grande force du Quai d'Orsay, si vous voulez, c'est que tout le Quai d'Orsay, c'était de détruire la maison d'Autriche pour éviter l'encerclement. Oui. Et la maison d'Autriche n'avait plus aucun pouvoir, et 200 ans après, ils continuaient à avoir la même politique. Quoi. C'était, vous savez, les gars, ils sont... le logiciel. Ils avaient le logiciel qui datait de 200 ans, et ils s'en rendaient même pas compte. Aujourd'hui, les gars au Quai d'Orsay, c'est pareil. Ils ont un logiciel qui date d'il y a 200 ans. Alors, quelque part, c'est un peu pareil aussi au niveau de la CIA, où ils étaient tellement habitués à se battre contre les Russes qu'ils continuent, même si le communisme a été remplacé par l'islamisme, ils continuent à vouloir ennuyer la Russie. Ouais. C'est tout à fait extraordinaire. Ils continuent à mener des charges contre la Russie et vous ne comprenez pas pourquoi. C'est très curieux. Peut-être parce que des logiciels intellectuels. La Pologne qui aurait des raisons. Qui a d'excellentes raisons. La Pologne, elle a bougé 1000 km en avant, en arrière. Les Pays-Bas aussi. Non, on comprend. Mais c'est pas les États-Unis, non. Ils n'ont rien à foutre dans le système. Et en plus, ils avaient promis qu'ils ne mettraient pas des bases près de la frontière russe. Oui. Ils avaient promis. Et ils n'ont retenu aucune de leurs promesses vis-à-vis de la Russie. C'est ce qu'on ne dit jamais. Alors, la solution pour revenir au Moyen-Orient, vous dites, c'est votre titre, le titre d'un de vos papiers, c'est « Il faut virer les parrains ». Il faut surtout cesser de traiter avec des gens qui sont à la limite des criminels contre l'humanité, quoi. Je sais bien qu'on risque de perdre de l'argent, mais c'est pas en subventionnant des gens qui sont fondamentalement nos ennemis, qui subventionnent le terrorisme à tout va, qu'on va régler le problème. C'est qu'il faut dire, écoutez, on n'accepte plus un avion qui arrive d'Arabie Saoudite. On n'accepte plus des capitaux qui arrivent d'Arabie Saoudite. Vous en faites ce que vous voulez, vous achetez de l'or, vous achetez des chameaux, mais on n'en veut plus de votre fric. Ça va être très dur. Ça sera dur d'être sevré de cette manne, aussi bien pour les Européens que pour les Américains. Ça va être dur, mais pour ça, il faudrait qu'il y ait mon grand espoir, c'est qu'on trouve dans les années qui viennent et dans un avenir pas trop lointain, une façon de stocker l'électricité. Si on trouve une façon de stocker l'électricité, à ce moment-là, on peut dire aux l'Arabie Saoudite, allez vous faire cuire un œuf. Immédiatement, c'est instantané. Pour l'instant, l'électricité est réputée comme un produit non stockable. Mais par exemple, tel ça, 450 km d'autonomie, c'est pas mal, 450 km. Donc ça progresse. Oui, c'est vrai, mais quand même. Mais c'est ça le bouleversement. Le 21e siècle devrait être le siècle de l'électricité. Alors, EDF devra alors revoir complètement sa politique, là. Complètement. Complètement. Ça, on se retrouvera avec un monstre dont personne ne saura quoi faire. Monstre bureaucratique. Eh bien voilà, merci Charles Gave. Ça m'a fait grand plaisir. Merci. On peut remercier, je crois, Charles Gave de ses paroles fortes. Merci beaucoup, Charles Gave. À bientôt. À bientôt, chers téléspectateurs.